groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour, en 2023, Fréquence Médicale et Addicem, notre association de formation, vous proposeront des programmes sur les grands thèmes de la médecine. Nous réaliserons des émissions introductives à ces formations sur des thèmes choisis à votre demande. Vous connaissez mon goût du contre-pied et pour commencer, nous avons sélectionné une de vos demandes qui peut surprendre mais qui suscite un très fort courrier de votre part. Que peut-on répondre à vos patients sur le médiatique sujet de la chirurgie esthétique? Alors je suppose que l'expression, elle est refaite de partout, vous devez souvent l'entendre, comme moi, sur le passage d'une femme âgée à la silhouette de jeune fille. C'est vrai que les ravages du bistouri transforment parfois la belle en caricature, mais aussi, lorsque le résultat est quasi parfait, on comprend pourquoi tant de femmes sont tentées, si elles en ont les moyens. C'est déjà un autre problème que nous aborderons aussi avec notre invité, un chirurgien, le professeur Armand Paranque, qui exerce à Paris. Alors pourquoi lui? D'abord parce que c'est un chirurgien réparateur de renom. Ce professeur agrégé du Val-de-Grâce, après avoir consacré une grande partie de sa pratique à l'armée, à réparer des dégâts des armes, a voulu changer complètement et s'intéresser à l'esthétisme. Il nous aidera dans cette formation à faire sans complaisance le tri des indications et des techniques pour en parler avec vos patients et surtout comment éclairer leurs décisions. Bonjour Armand Paranque. Bonjour Jean-François. Alors vous êtes un ténor de la chirurgie réparatrice. Vous êtes passé directement, si je fais un petit raccourci, du bidas à la femme du 16e. Vous en aviez marre des gueules cassées ou de la solde de médecins des armées? Non, je suis toujours aussi passionné par les gueules cassées et la chirurgie reconstructrice. Ceci étant, au Val-de-Grâce, on s'occupait autant des gueules cassées dues aux dégâts des armes qu'aux gueules cassées dues à la chirurgie des cancers. Et deuxièmement, au Val-de-Grâce, on faisait aussi énormément de chirurgie esthétique parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'était quand même l'hôpital des chefs d'État et des familles des chefs d'État. Et il y avait de la chirurgie esthétique. Et il y avait beaucoup de chirurgie esthétique. On peut tout faire devant une gueule cassée, maintenant? Alors, on peut faire énormément de choses, surtout depuis l'avènement de la microchirurgie et des lombolibes. C'est-à-dire qu'on transpose, on transfère, c'est le principe de la greffe de visage d'ailleurs, mais on transfère de préférence un ensemble de tissus qui appartient au patient et on les transfère avec son artère, sa veine. Du coup, au bout de 10 heures, 15 heures, 20 heures d'intervention parfois, cet ensemble de tissus est vivant de nouveau. Alors, je dois dire que vous êtes exceptionnel, je n'ai pas peur de le dire, j'ai vu des réalisations, j'ai vu des départs d'intervention, on se dit c'est pas possible, il ne peut rien faire dedans, et vous m'aviez expliqué qu'il fallait quand même avoir un petit bout de quelque chose pour reconstruire. Le bas du visage, le bas des dents, c'est ça ce que vous avez besoin de? Oui, alors il faut de toute façon qu'on puisse ancrer ce qu'on va apporter sur le visage, c'est-à-dire le lambeau, l'ensemble de tissus qui appartiennent aux patients. Et puis il faut des vaisseaux aussi sur le site receveur pour que cet ensemble de tissus vive dès la fin de l'intervention. Alors on pourrait faire une émission passionnante sur vos réalisations, mais on va surtout s'intéresser à ce problème pour le médecin. Comment orienter le patient quand le médecin est interpellé dans un cabinet? Mais je pense que pour le médecin généraliste, comme pour le grand public, mais plus encore que pour le grand public, je pense que c'est le bouche à oreille. Je pense qu'un médecin généraliste qui manque malheureusement de temps, parce que c'est le problème aujourd'hui de nos médecins généralistes, ils sont absolument débordés, mais ils sont très très bien placés, et peut-être ce sont les mieux placés d'ailleurs, pour orienter, parce qu'ils ont leur patientèle, les confidences de leurs patients et de leurs patientes. Et je pense qu'ils sont très à même de voir effectivement qui a opéré et comment. La plupart sont quand même incompétents. On n'a pas appris ça pendant nos études. Est-ce qu'ils sont vraiment habilités à prendre position devant la demande? Ou ça doit être tout de suite de dire « Écoutez, je ne connais pas bien le sujet, mais je vais vous orienter ». Je pense que c'est variable. Effectivement, c'est un tort. Je crois on nous forme absolument pas en chirurgie plastique pendant nos études. Et je ne crois même pas qu'on ait des stages d'externes, voire même d'internes en médecine générale. Il n'empêche que la médecine générale, c'est comme pour toutes les spécialités en médecine générale. Je pense que certains médecins généralistes sont très forts en cardiologie, d'autres en gynécologie, d'autres, et je pense que leur culture générale peut les amener à très devenir bien connaître la spécialité. Bon, la vieillesse est un naufrage, on le sait tous, hélas, mais c'est aussi un réservoir inépuisable pour vous, les chirurgiens.
Oui, mais d'autant plus que nous sommes dans une société qui d'abord, effectivement, encourage la beauté et le jeunisme, probablement à tort, mais c'est un fait. Donc on ressent tous une pression et il faut rester bien dans sa peau, je pense, le plus tard possible. Et on est là pour aider. On a des outils qui sont extrêmement fiables et à condition que les indications soient raisonnables, on peut aider nos patients à vivre longtemps, harmonieusement. Quel pourcentage d'hommes désormais dans la chirurgie, qui recourent à la chirurgie esthétique ? Ça a beaucoup changé. Nous, les hommes, on était quand même assez timorés, assez trouillards, en fait, vis-à-vis du bistouri ou même de l'aiguille. Mais les choses ont beaucoup changé, probablement du fait de cette pression. En l'espace de 10 ans, globalement, à l'échelon mondial, on est passé de 5% de patientèle hommes à 20%. Oui, y compris en France. Y compris en France, tout à fait. À partir de quel âge il faut commencer à dire à ses patients que ça existe ? Est-ce qu'on doit le dire aux patients que ça existe ? C'est une bonne question. Effectivement, c'est une vaste question en termes de déontologie. Moi, j'ai pour habitude surtout de ne pas aborder une disgrâce physique, d'autant plus que certaines disgrâces sont absolument bien vécues par le patient et que du coup, il est hors de question que nous, chirurgiens plasticiens, on arrive en disant « vous avez vu votre nez, il faut faire quelque chose ». Ou les rides. On va créer, ou les rides, exactement, ou les rides. Et on risque de créer un complexe qui n'existait pas. Mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Est-ce que le médecin de famille est habilité à en parler ou il faut vraiment attendre que les gens en parlent ? Non, je pense qu'il est tout à fait habilité à en parler, en particulier, alors peut-être pas sur le plan strictement technique, mais je pense qu'il est extrêmement bien placé pour savoir comment le patient vit sa disgrâce. Il y a un âge auquel vous refusez d'intervenir ? Pour un vieillissement normal, je ne parle pas pour vieillissement normal. Je ne parle pas pour une disgrâce. Non, pas particulièrement. Je crois que le lifting, mon record d'âge en termes de lifting, par exemple, du visage, c'est une patiente de 86 ans. Et c'est vraiment, vraiment une question, d'état général, évidemment, parce qu'il n'est pas question de prendre le moindre risque. Et deuxièmement, et ça c'est absolument essentiel, c'est une question de vitalité intérieure. Alors, ma question n'était pas dans ce sens-là. Je ne vous demandais pas jusqu'à quel âge vous pouvez lifter, mais c'est à quel âge on peut commencer à faire des liftings ? Alors, les liftings, c'est particulier, mais je pense qu'à partir d'une quarantaine d'années à peu près. Tout dépend. On n'est pas tous égaux face au vieillissement. Et commencer cool pour voir ou aller tout de suite Alors, commencer cool pour voir, ça, c'est vraiment la place, beaucoup plus, des moyens médicaux, non chirurgicaux, et en particulier des injections qui sont des moyens réversibles et résorbables. C'est vrai que dans cette formation, on parlera de médecine esthétique et de chirurgie esthétique, qui sont deux domaines différents, même si on veut le même résultat. Ça vous arrive de vous adresser dans la rue à des gens en disant j'aimerais bien vous opérer parce que non, jamais. Non, jamais. Ou dans une soirée avec des amis, non, jamais. Non plus. Vous êtes sans doute très sollicité. Est-ce que vous avez vu arriver dans les gens que vous fréquentez cette plus de liberté dans la façon d'en parler, ou c'est entre deux ? Oui, réellement, il y a beaucoup plus de liberté dans la façon d'en parler, en tout cas dans la façon de se renseigner. Et effectivement, dans les dîners ou quand on sort, on est très très sollicité. Tu fais ça, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et les gens ne sont jamais agressifs vis-à-vis de ça ? De vous, de ce que vous faites ? C'est très rare. Oui, cela dit, vous avez un passé de chirurgien réel, comme on dirait, qui plaide en votre faveur. Quel regard jetez-vous sur ceux qui ne veulent pas vieillir ? Parce que parfois, c'est quand même un peu pathétique devant l'inéluctable qui est la vieillesse. Non, je pense que j'ai un regard qui est plein de compréhension. Je pense que personne n'a envie de vieillir. Et simplement, ce que j'explique, et en particulier quand j'ai une patiente qui a envie de me pousser à aller trop loin dans la traque de la moindre ride, et ça c'est une aberration, à ce moment-là je lui dis, écoutez, voilà, moi j'ai une partie du chemin à faire pour vous aider à vieillir en harmonie, mais je ne vous empêcherai pas de vieillir. En revanche, vous aussi, vous avez une partie du chemin à faire pour accepter, ce qui ne veut pas dire se résigner. Alors, on fait cette émission pour donner envie de faire cette formation et montrer que c'est quand même quelque chose d'indispensable aujourd'hui, du moins dans la connaissance des professionnels de santé. Et on va commencer. Les contre-indications, est-ce qu'il y en a ? Oui, il y a toutes les contre-indications à l'anesthésie générale. En dehors de la chirurgie, oui, c'est-à-dire de la chirurgie. Non, mais les contre-indications de l'acte, c'est-à-dire
des contre-indications, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y en a pas. Alors déjà des contre-indications psychologiques, oui. et c'est probablement ce qu'il y a de plus important en dehors du côté strictement médical, chirurgical et anesthésique. Et les contre-indications d'ordre psychologique, c'est éventuellement les troubles de type dysmorphophobie, où là le patient va chercher quelque chose dans la chirurgie qu'on est incapable de lui apporter, mais en pensant que c'est le bistouri qui lui apportera. Et là on est sûr de courir à la déception. Donc ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus important à déceler. Et puis, effectivement, après, il y a des contre-indications qui sont moins flagrantes, beaucoup plus à moduler et à évaluer. C'est l'entourage social, le contexte socio-professionnel. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'on fait comme chez le coiffeur? On arrive avec la photo, moi j'arrive avec la photo de Brad Pitt en disant « Est-ce que vous pouvez me faire ça ?» Ou est-ce que ça se passe comment? Alors ça peut arriver, mais c'est pas ce qu'on demande et c'est pas ce qu'on apprécie en fait. Chacun a son visage, chacun doit rester lui-même et on est juste là pour gommer quelques petits défauts, adoucir. Donc du coup, moi ce que je trouve très réaliste et très honnête dans la démarche avec le patient, beaucoup plus que de tracer des dessins sur un ordinateur, parce que ça, un infographiste fait ce qu'il veut sur un ordinateur. Vous ne le faites pas, vous leur montrez pas une... Alors, je le fais vraiment quand mon patient me le demande, mais en y apportant d'énormes réserves, parce que c'est absolument pas contractuel, et qu'entre dessiner sur un ordinateur et espérer la même cicatrisation sur un patient, c'est parfois très éloigné. Ça, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a des photos qui sont prises avant pour l'aspect juridique? Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous faites toujours une photo avant et qui a valeur s'il y a un problème. Tout à fait. C'est très important, d'autant plus qu'on voit souvent les choses un peu différemment sur une photo. Mm-hmm. Donc c'est un outil qui est très très intéressant. Un médecin qui vous envoie un patient, vous avez besoin de combien de consultations pour prendre la décision? Le minimum, c'est 2 consultations recommandées préopératoires, mais ça peut aller jusqu'à 5, 8, 10. Ah oui, tant que ça. Ouais. Tant que l'indication n'est pas claire, et il faut le nombre de consultations nécessaires pour que le patient soit à l'aise et qu'il arrive à la chirurgie le plus détendu possible. Totalement détendu, c'est impossible, il y a toujours un stress. Mais plus on connaît son chirurgien, et plus on arrive détendu à une intervention. Quelles précautions oratoires vous en parlez d'abord au conjoint? Non, parce que ça, c'est pas mon job, et c'est le job de la patiente d'en parler à son conjoint. Mais vous assurez que ça a été fait? On en parle, oui, on en parle, mais certains patients n'en parlent pas à leur conjoint et le font en l'absence du conjoint. Mais il y a beaucoup de conjoints qui viennent quand même, ou pas? Assez régulièrement. Je dirais que ça arrive dans 25 à 30% des cas. Et vous voyez si le conjoint, c'est pas lui qui insiste un peu de façon excessive? Alors, quand ça arrive, effectivement, c'est une mauvaise chose. Ouais. Et vous faites quoi, là? Et à ce moment-là, j'essaye d'en discuter soit avec la patiente, soit avec les deux, d'ailleurs. Et effectivement, il est hors de question d'opérer un patient sur le désir du conjoint. Vous poussez vos patients à en parler au reste de la famille, aux amis, aux gens du travail? Pas forcément. On essaye vraiment d'évaluer de la manière la plus psychologue possible leur environnement. Mais encore une fois, certains patients veulent le faire de façon complètement isolée. Si des gens viennent vous voir spontanément parce que vous êtes connu et qu'on peut trouver votre adresse, vous leur imposez d'avoir une relation avec leur médecin de famille ou pas? Je leur demande s'ils ont un médecin traitant et effectivement, mais très souvent en fait, quand je leur pose la question, alors ils me répondent oui, et puis d'autres fois non, et c'est un petit peu le drame de notre époque, on n'a pas tous un médecin traitant, les médecins en particulier. Mais très souvent à ce moment-là, le médecin traitant est pour, ou en tout cas... oui, mais vous avez un contact, vous demandez au patient d'établir le contact avec son médecin? Ah oui, souvent. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez recours à des psys ou des psychologues? Quasiment systématiquement, dès lors qu'il existe un projet chirurgical. Et alors, c'est pas forcément pour déceler un trouble de type dysmorphophobie ou autre, parce qu'en général, je touche du bois, mais en général, on est à même de les déceler. Mais tout simplement parce que je trouve extrêmement intéressant et très sécurisant d'avoir la confirmation par un psychiatre du caractère bénéfique de la démarche. Et 9,5 fois sur 10, on va avoir une réponse du psychiatre par écrit qui nous dit cette intervention va valoriser le patient
et va avoir un effet réellement bénéfique sur son quotidien. Il faut voir un spécialiste de ça, enfin un psychiatre qui est spécialisé ou n'importe quel psychologue est capable d'intervenir là. En principe, n'importe lequel peut intervenir. Après, vous avez vos adresses, vous vous envoyez. Oui, on a nos habitudes, on a tous des correspondants. Ouais. Donc vous avez bien répondu à la question suivante qui était comment choisir son chirurgien. Vous avez dit bouche à oreille en ce qui concerne les professionnels. Ouais. Il faut un hyper spécialiste des types d'intervention ou on peut aller chez des chirurgiens généralistes, si j'ose dire? Alors, c'est vrai que la chirurgie plastique, ce que disait mon maître Jean-Marie Servon, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui était chef de service à Saint-Louis, il disait la chirurgie plastique se veut être la dernière spécialité généraliste. Ouais. On n'est pas compétent en tout, et lui-même le disait. Il n'empêche qu'on est formé quand même pour être compétent dans tous les domaines de la chirurgie plastique, mais après, dès que le cas est un petit peu plus compliqué, et c'est souvent le cas sur le visage, parce que le visage c'est très particulier, à ce moment-là, il vaut mieux voir un chirurgien qui fera beaucoup plus de visage. Que les autres. C'est le seul domaine de la médecine où l'artistique a une réelle importance? Alors, le seul domaine, je ne sais pas, en tout cas, il est certain que l'artistique est essentiel. Ouais. Essentiel. Et, alors, vous aimez dessiner, vous, par exemple? Moi, j'adore de toute façon tout ce qui est esthétique, avec un côté un peu obsessionnel qu'il faut arriver à gérer au quotidien, mais il faut que tout soit beau, il faut que tout soit ordonné, il faut que tout soit propre. Et c'est vrai que le côté artistique est passionnant. Il faut savoir, par exemple, conserver certaines rides, certaines petites anomalies sur un visage qu'on va rajeunir. Vous êtes intéressé par le résultat? C'est-à-dire c'est quelque chose, vous faites votre boulot, je le comprends, mais est-ce qu'il y a des fois, vous dites, c'est pas mal ce que j'ai fait là? Oui. Ah ouais. Et c'est ce qui nous anime, en dehors du fait de rendre service à nos patients, de voir qu'un patient, la première fois on l'a vu, il n'y avait pas trop de sourire sur son visage et qu'après l'intervention, il y a un visage lumineux, rayonnant. Oui, et à chaque fois, on estime, on évalue nos résultats. Alors, vous trouvez la liste des bons chirurgiens. La première règle, c'est de ne pas confier son visage à n'importe qui. Il y a quand même une règle. On disait autrefois de se méfier d'Internet, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tellement puissants. Qu'est-ce que vous pensez d'abord des forums d'Internet? Et est-ce que vous conseillez aux gens qui viennent de voir d'aller sur certains sites ou certains forums pour... Non, pas forcément. Après, on essaye de les informer au maximum. On a des fiches d'information qui sont rédigées par nos sociétés savantes. Le problème d'Internet, enfin la qualité d'Internet, c'est qu'on trouve toutes les informations qu'on souhaite, mais le contraire aussi. Et qu'il faut avoir beaucoup de recul, voire même de connaissances pour arriver à faire le tri dans les informations. C'est un peu le problème. Alors, à côté de ça, vous êtes bien évidemment un vrai chirurgien avec les structures qu'il faut. Vous opérez pas... Il y en a qui opèrent carrément dans des arrière-cuisines, les médecins. Alors, ça se faisait à une époque, mais souvent du fait de praticiens non diplômés, non qualifiés en chirurgie esthétique et plastique. J'ose imaginer que ça n'arrive plus. Tout le monde peut faire, avec un diplôme de médecin, peut faire de la chirurgie esthétique. Donc, et comment on vérifie? Il y a une liste des gens qui sont autorisés? Alors non, voilà, les choses ont été très très réglementées. Tout le monde peut faire, avec un diplôme de médecin, tout le monde peut arriver à faire de la médecine esthétique, en tout cas légalement. Juridiquement, mais de la chirurgie plastique, non. Il faut vraiment un diplôme de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Et là, de toute façon, c'est listé sur le Conseil de l'Ordre. D'accord. Enfin, voilà. C'est facile à vérifier. Par contre, la médecine esthétique, vous conseillez d'avoir un spécialiste ou vous acceptez que certains médecins fassent des injections de Botox sans être vraiment des spécialistes? Je crois que c'est au cas par cas. Vous pouvez le dire que je vous le déconseillez, vous? Plus le praticien est spécialisé et expérimenté, mieux ce sera. Ouais. Vous travaillez sous anesthésie locale, en ambulatoire? Tout dépend des cas. On fait beaucoup d'anesthésie locale. On peut faire énormément de choses sous anesthésie locale, y compris des liftings. Après, c'est du cas par cas. Si on a un patient qui est très relax, on peut lui proposer. À ce moment-là, un lifting sous anesthésie. Je prends l'exemple du lifting comme d'autres, mais on peut lui proposer un lifting sous anesthésie locale en ambulatoire. Avec un patient beaucoup plus stressé, on proposera plus une neuroleptanalgésie ou une anesthésie générale. Une durée moyenne de vos interventions, c'est très variable, je suppose? Très variable, entre 1 heure et 4-5 heures. 4-5 heures quand même pour des gros liftings. Ouais. Je suppose que vous faites des cicatrices extrêmement discrètes. Il y a vraiment une technique de la suture? Oui, on essaye. On est tous formés dans ce sens. Il y a d'abord l'indication, la qualité de la peau qu'on essaie d'estimer au plus près, parce que certaines qualités de peau risquent plus de mal cicatriser. On interdit le tabac, et ça, c'est la base, et c'est absolument essentiel. On interdit le tabac avant et après. Sinon, on n'opère pas.
Et puis après, il y a la technique chirurgicale avec des sutures sur lesquelles on évite des tensions et on utilise des chirurgies intradermiques. Est-ce que quand même c'est quelque chose qui s'apprend assez facilement? Parce qu'on est souvent sidéré de voir des gens qui ont été recousus pour des petites plaies du visage, mais c'est une chose qui devrait être systématique dans les études de médecine. Ce serait idéal. Ouais, ce serait idéal. Et ça s'apprend effectivement. Alors, vous m'avez dit un jour qu'on faisait une émission et on avait croisé une femme qui avait vraiment une tête de guenon, je suis désolé de dire ça, et vous m'aviez dit que parfois c'était la demande, il y avait une espèce de mode à ces visages-là, c'est vrai? Oui, alors en esthétique, on a des modes, on a des goûts qui dépendent des cultures, des continents, et puis qui dépendent des périodes, et il faut effectivement se méfier beaucoup des modes. Ouais. On a eu jusqu'à il y a peu la mode des grosses fesses. Ah oui. Lancé et validé par Kim Kardashian, et tout le monde nous a demandé ce qu'on appelle le Brazilian butt lift, avec des injections de graisse dans les fesses, etc., ou des prothèses. Les choses sont en train de revenir un petit peu en arrière à ce niveau-là. Quand on vous le demande, vous le faites? Je le fais, mais je le fais avec beaucoup de modération en termes de volume. Comme pour les prothèses mammaires, moi je suis vraiment adepte des volumes raisonnables pour que tout reste très harmonieux. Le résultat naturel, quoi, c'est ça que vous cherchez. Et esthétique. Ouais. Et esthétique. Alors, petite question qui généralement fâche, le prix à payer, vous n'êtes pas forcément bon marché, vous je ne sais pas, mais certains de vos confrères. Les meilleurs sont les plus chers? Pas forcément, mais on pourrait se demander pourquoi les meilleurs ne sont pas chers. Donc, c'est remboursé? C'est remboursé à partir du moment où la sécurité sociale rembourse une partie. Par exemple, pour une grosse hypertrophie mammaire qui va impacter la patiente de manière gênante au quotidien, des lombalgies, etc., il y aura une partie. Oui, ça on comprend, mais un lifting, c'est jamais remboursé? Un lifting, c'est pas remboursé. C'est quoi le prix moyen d'un lifting normal? Alors, tout dépend de la région, tout dépend du chirurgien, tout dépend de la clinique, globalement, et tout dépend aussi de l'importance du lifting, je dirais entre 8 000 et 12 000 euros à peu près. Voilà, donc c'est pour que les médecins donnent une idée. Alors, vous faites un devis obligatoirement? Oui, obligatoirement. Il faut toujours remettre un devis à nos patients. Et vous ne faites pas le satisfait ou remboursé, je suppose, non? En médecine, on imagine mal un cardiologue qui suit son patient et qui rembourse toutes les consultations si son patient fait un infarctus, et nos assureurs nous l'interdisent. Certains patients ont recours à des prêts bancaires ou des paiements à crédit? Ça peut arriver. Moi, j'en ai pas la connaissance, mais ça peut arriver, j'imagine. Est-ce que vous pouvez être ému par une détresse et vous dire, après tout, je vais peut-être faire un prix parce que... Oui, ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé? Ça m'arrive, oui. Alors, les critiques ont dit la jalousie des femmes envers les autres. Est-ce que c'est un des grands éléments critiques, dire elle est refaite de partout alors qu'elle n'est pas si mal que ça? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça peut être gênant aussi en post-opératoire, quand on fait un lifting et qu'on a une évolution un petit peu plus longue, avec des ecchymoses un peu plus durables, on peut avoir effectivement un entourage qui va peser sur le moral de la patiente dans des suites compliquées. Phénomène de mode inéluctable? La mode n'est jamais inéluctable en termes de tendance, elle est changeante, donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle il faut qu'on soit raisonnable dans nos résultats. Et parisianisme et citadin, c'est l'essentiel de votre clientèle ou ça commence à arriver dans nos provinces? Non, vraiment de tous les coins. J'ai pas du tout une clientèle de quartier en ce qui me concerne, et on n'a vraiment pas de parisianisme dans le domaine. Les enfants, surtout les oreilles décollées, le reste ne se conçoit pas en esthétisme? Oui, sauf des malformations. Oui. Où là, c'est très différent, mais effectivement, en esthétique, ce sont des oreilles décollées, oui. Que dit la loi pour les mineurs? Il faut qu'ils soient accompagnés, que l'indication soit validée avec signature des parents. Pour les oreilles décollées ou un nez assez déformé, on doit attendre que le malade en parle ou il faut y aller? Oh, idéalement, oui, il faut attendre. Moi, je considère vraiment qu'il faut attendre que le malade parle de la gêne qu'il ressent. Vous avez beaucoup de gens qui viennent envoyés par leur généraliste? Oui, j'en ai très régulièrement. Oui, effectivement, je dirais 15% à peu près. Alors, on va passer quelques questions que vous nous avez posées, nos internautes. Est-ce que le médecin a encore, dans votre discipline, le choix de la décision de traiter ou pas? Est-ce que nous avons la décision? Oui, on a le choix. Et ce que je dis souvent à mes patients, vous choisissez votre chirurgien, je choisis mes patientes. C'est essentiel. Alors, énormément de questions sur les catastrophes, parce qu'il faut dire qu'on est inondé d'images. Ouais. Ça doit vous
quand vous voyez parce que parfois c'est quand même extrêmement surprenant ce qu'on voit. Vous vous dites ça a été opéré par excusez-moi le mot, par un boucher ou vous dites quoi quand vous voyez ça? Non, alors j'imagine que vous faites allusion aux résultats excessifs, caricaturaux. Tout, même, ou des interventions qui ont mal tourné, un lifting qui a mal tourné. Alors, une intervention qui tourne mal, c'est par définition en médecine, on n'a jamais 100% de garantie, il y a toujours un petit risque. Maintenant, si vous adressez à un bon chirurgien, vous êtes certaine ou certain que les risques que ça se passe mal sont infimes. Et si jamais il y a le moindre petit souci, votre chirurgien sera le plus à même de récupérer. C'est possible de récupérer face à... Tout à fait. Vous reprenez parfois, vous, des catastrophes Oui, ça m'arrive régulièrement. Alors après, on ne peut pas tout récupérer, mais en tout cas, oui, très régulièrement. Alors, sont très médiatisés, je disais, ces catastrophes, mais en pourcentage réel, on a une idée du pourcentage des interventions qui n'arrivent vraiment pas à un résultat normal. Opéré par un chirurgien qualifié, expérimenté, c'est très très rare. Non, je ne peux pas vous donner de pourcentage. Je dirais qu'on peut avoir, en revanche, un résultat esthétiquement légèrement imparfait et que ce sera l'objet d'une retouche. Et pour ça, on attend en général 6 mois, 8 mois, 1 an. Et globalement, en fonction des interventions, on doit être autour des 5% de retouche. 5% de retouche, oui. Alors, il y a des pays qui ont commencé bien avant nous, par exemple les États-Unis, même si la France n'est pas très en retard. Quelle est l'évolution actuelle dans les pays qui ont commencé avant nous? C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chirurgie esthétique pour de plus en plus de choses? Oui, de toute façon, dans le monde entier, il y a de plus en plus de chirurgie esthétique, de plus en plus d'actes. Aux États-Unis, les tendances en termes d'esthétique deviennent un peu plus raisonnables. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de résultats très artificiels. On en a moins et les patients et les chirurgiens les plus éclairés maintenant, les plus avertis, demandent des résultats de plus en plus naturels. Alors, il y a de nouveaux territoires, en particulier les interventions sur le sexe. On sort de ce que devrait faire un chirurgien universitaire comme vous? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Vous ne faites pas? Non, je fais Mais ça commence à devenir très, très à la mode. Ça commence à devenir très à la mode. À partir les fesses, les grosses fesses, moi, je suis désolé de vous dire, vous m'avez dit que vous en faisiez. Pour moi, vu de l'extérieur, c'est la limite de l'éthique. Elle est où, votre limite, en fait? Ma limite, en fait, moi, mon éthique, c'est le bien-être. Je cherche à être certain qu'on aura un véritable impact sur un complexe. Un impact positif. Et qu'un patient qui n'a pas le sourire retrouvera le sourire après l'intervention. Et c'est ça mon éthique. Alors, par contre, tout ce qui est chirurgie du sexe, etc., j'avoue que je ne... Voilà. Vous parliez des fesses des Kardashians. Je ne sais pas si c'est très agréable d'avoir des fesses comme ça, en dehors de peut-être du plaisir esthétique, mais ça ne va pas être facile à... Je pense, et j'ose espérer que ça lui a donné le sourire pendant quelques années. Ouais. Et elle est revenue en arrière maintenant. Ah oui, on peut revenir en arrière sur ce type d'intervention. On peut revenir en arrière si ça a été bien fait. Ouais. La demande de vos patients, on va revenir un peu sur une question que je posais au début, mais justement, avec des exemples comme ça, cette télé-réalité, est-ce que vous n'avez pas des gens de plus en plus jeunes qui viennent vous demander des choses? Si, alors pas dans ma clientèle personnelle, mais effectivement, et le Covid a fait exploser en plus ces indications avec tout ce qui est visio. Instagram, c'est la même chose, on a des filtres et on a des patients en général très très jeunes effectivement qui viennent et qui vous demandent de ressembler à leur filtre. Les robots amènent quelque chose à votre chirurgie avec une précision impensable il y a quelques années? Alors dans certains domaines chirurgicaux, oui, mais pour notre discipline pas particulièrement. On avait fait des essais à une époque et l'avantage du robot était que, alors c'est très sympa et c'est un côté Star Wars, on est dans une pièce qui n'est pas celle du bloc opératoire, on est devant nos écrans. Et l'énorme avantage du robot qu'on avait essayé à l'époque, c'est que ça allait au-delà des limites humaines. C'est-à-dire que quand on fait une suture, on peut faire des mouvements avec le robot, on peut faire 3 tours de 360 degrés. On ne peut pas le faire, nous, on est limité. Mais c'était le seul avantage. Et on est quand même dans une discipline dans laquelle on a besoin de toucher, de sentir les tissus, leur élasticité. Donc ça, le robot, pour l'instant, ne nous le permet pas. Les autres chirurgiens vous considèrent comme des pairs ou des chirurgiens de l'inutile? Je ne sais pas, il faut leur demander, mais ça c'est pour la boutade. Mais quand j'étais strictement hospitalier, ils découvraient en général, de façon très respectueuse, notre spécialité par le biais de la reconstructrice quand même. Ouais.
Et puis après, il suffisait qu'un chirurgien ait une fille qui a les oreilles décollées ou que leur femme ait un petit complexe ou autre et qu'on s'en occupe pour qu'ils réalisent que ça a une vraie utilité. Alors je sais que vos confrères vous plébiscitent parce que tout le monde connaît vos espèces de miracles en chirurgie de reconstruction, parce que j'avoue que c'est très spectaculaire. C'est indispensable d'avoir fait de la reconstruction pour être un bon chirurgien esthétique? Ah, je trouve, en tout cas, c'est prendre le raccourci et attaquer tout de suite par l'esthétique. Je trouve ça très dommage. Très dommage pour la population, parce qu'on perd un savoir-faire et il faut apprendre la chirurgie reconstructrice, même si c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et du coup, qui peut le plus, peut le moins. Et plus on sait aller loin en chirurgie reconstructrice, c'est la chirurgie la plus complexe qui soit, et plus il sera facile manuellement de faire un lifting ou une plastie mammaire. Bien sûr. Le chapitre de la relation avec les médecins de ville, alors énormément effectivement de questions de courrier, disent qu'ils se plaignent beaucoup de l'absence de retour des chirurgiens esthétiques en général. C'est en train de s'améliorer, ça? Alors, il faut que ça s'améliore en tout cas, et s'ils s'en plaignent, c'est que c'est le cas, c'est une réalité, il est impératif que ça s'améliore. Est-ce que le suivi dans le temps peut être assuré par le médecin de famille? Est-ce que le suivi après? Techniquement, très certainement. Et plus on aura de relations d'ailleurs avec le médecin de famille, y compris via téléphone portable, et plus ce sera faisable. Mais est-ce que le médecin de famille en a le temps? Ouais. Ça, c'est tout. Ouais, c'est... Alors j'ai pris j'ai listé plusieurs questions. On va essayer de parler rapidement. Excusez-moi. Cela vous arrive-t-il de refuser une intervention? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Pourquoi si peu de charlatans sont condamnés? Alors je ne sais pas en termes de condamnation, je ne connais pas du tout les statistiques, mais globalement quand même, on en a de moins en moins. Les dernières années, le gros problème qu'on a eu dans la spécialité, probablement le plus gros, ce sont et grâce à Instagram, ou à cause d'Instagram, ce sont des femmes ou des hommes d'ailleurs qui injectent des patients clandestinement, qui n'ont aucun diplôme, hein, même pas un diplôme d'infirmière, rien du tout. Et effectivement, là, on a du mal à obtenir des résultats sur le plan juridique. Après une catastrophe, il y a une deuxième chance avec un spécialiste, mais il faut aller voir un spécialiste des gueules cassées pour ça. Tout dépend du problème, mais effectivement, plus on a d'expérience et plus on est amené à voir des ratages d'ailleurs. Ouais. Bon, législation sur les mineurs, je pense que personne ne doit supporter que ça ne soit pas fait. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des médecins assez indélicats pour ne pas... Non, je ne pense vraiment pas. Franchement, ce serait une aberration. Est-ce que vous conseillez une période d'isolement après l'intervention? C'est au bout de combien de temps les gens peuvent retourner dans la vraie vie? Alors, tout dépend de l'environnement socio-professionnel du patient. On a des patients qui assument totalement un geste esthétique et à ce moment-là, après un lifting, 2 jours après, ils peuvent recommencer un petit peu à croiser du monde sans avoir une activité trop intense néanmoins. Okay. Maintenant, si ma patiente me dit « je veux que personne ne soit au courant », à ce moment-là, je lui conseillerais 15 jours. Est-ce qu'un chirurgien esthétique peut faire aussi de la médecine esthétique? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Vous êtes formé, vous, sur la médecine esthétique? Totalement formé et hyper qualifié, voire surqualifié. Et c'est vrai que passer une aiguille à travers la peau pour faire une injection, un chirurgien, c'est exactement ce qu'il y a sous la peau. Donc c'est très sécurisant pour le patient. Alors, est-ce que vous voyez apparaître des nouvelles techniques régulièrement? Oui, on voit apparaître de nouvelles techniques. On est toujours en quête de meilleurs résultats, de plus de naturel. Donc on a beaucoup de déclinaisons chirurgicales. On a vraiment, oui, je crois qu'il y a vraiment un foisonnement d'idées. Alors, vous nous avez expliqué que on peut y aller progressivement. Il ne faut pas tout de suite aller peut-être sur les grandes interventions. Qu'y aller progressivement, c'est mieux que de faire un gros coup ou pas? Du point de vue du patient, pour le patient? Pour le patient ou pour le résultat, Alors, en fait, on est en train, et moi, c'est ce que j'explique à mes patients, encore une fois, par exemple, pour le lifting, je trouve, ou en tout cas pour le vieillissement du visage, l'idée, on est passé et on passe de plus en plus du premier lifting d'une femme de 70 ans qui n'a jamais rien fait, qui va être obligatoirement un lifting important. Un geste plus lourd, avec un avant-après plus spectaculaire et donc peut-être plus difficile à gérer vis-à-vis de l'entourage. On va passer de plus en plus vers un petit geste vers 40 ans, un autre petit geste vers 50 ans, tout ça accompagné de médecine esthétique qui vont permettre de faire durer le résultat. Et du coup, on passe d'un geste relativement important tard dans la vie à plusieurs petits gestes d'entretien, ce qui va permettre à nos patientes d'en profiter très jeunes et à chaque fois d'avoir des interventions ou des gestes beaucoup plus légers.
Mais les signes extérieurs de vieillissement, on les a toujours respectés. Vous êtes vraiment pour gommer, essayer de gommer ça au maximum. Si c'est la demande du patient. Parce que vous avez quelques rides quand même, ce qui me surprend. Oui, j'en ai tout à fait. Bon, personne ne sait que vous avez 90 ans. Mais... il faut que je me fais un botox de temps en temps, mais une fois tous les 2 ans, parce que les cordonniers sont le plus mal chaussés. Mais ça va tout à fait dans le sens de ma réponse, c'est-à-dire que si le patient est gêné par ces signes de vieillissement, on a toutes les raisons du monde de l'aider. S'il n'est pas gêné, mais aucune raison d'y toucher. Voilà. Et c'est ce qu'on leur dit. Et est-ce que sur des... je suppose qu'on prend un abonnement quand on rentre chez vous, il y a un moment, on vous dit non, ça va, on ne va pas faire oui et non, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ça n'est pas parce qu'on commence et qu'on rentre un petit peu dans ce type de traitement qu'on va être obligé de continuer éternellement. À tout moment, on peut s'arrêter pour une raison ou pour une autre. Alors, vous avez bien compris que dans cette émission, nous sommes dans les généralités sur la chirurgie esthétique et que dans une formation, on va rentrer dans le pur et dur après. Les interventions, je les ai un peu listées. Lifting, chirurgie des seins et du nez et des oreilles, culotte de cheval. C'est les principales sur la chirurgie. Oui, rhinoplastie, intervention sur les paupières. Oui, les paupières, beaucoup, vous en faites, oui. Beaucoup. C'est une intervention qui est très, très courante, qui est très bénéfique. Les résultats sont très durables. Ouais. Greffe de cheveux, traitement ça fait partie de la médecine esthétique, ça, de chirurgie esthétique, ça aussi. Tout dépend des techniques employées. C'est un petit peu à cheval entre les deux. Ah oui. Donc voilà, abdominoplastie, donc toutes les interventions concernant l'abdomen, soit l'hypoaspiration tout simplement, soit l'abdominoplastie qui est une espèce de lifting du ventre. Pour les gens qui ont trop maigri, par exemple, après des chirurgies bariatriques ou des choses comme ça. Par exemple. Vous intervenez là-dessus parce qu'on avait dit que c'était très compliqué. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut être très rigoureux, c'est assez long comme intervention. Ouais. Et on peut être amené d'ailleurs à faire ce qu'on appelle des body lifts inférieurs avec des cicatrices qui font la périphérie de l'abdomen. On n'a pas parlé de douleur. Est-ce que c'est douloureux, la chirurgie esthétique ? C'est rarement douloureux. Certaines interventions, en revanche, sont assez systématiquement douloureuses dans les jours qui suivent. Et ça, c'est le cas, par exemple, des poses de prothèses mammaires quand on les positionne derrière le muscle grand pectoral, où là, on distend brutalement le muscle et les premiers jours qui suivent l'intervention sont un peu douloureux. Mais on a ce qu'il faut pour calmer la douleur. Alors, on pense toujours que la médecine esthétique se fait surtout à coup de bistouri. C'est une approche caricaturale, vous nous l'avez expliqué, parce que les termes botox font partie du langage commun, comme ce peeling, acide hyaluronique, ou encore thermage, remaillage ou radiesse. Oui. C'est des termes que les médecins ne connaissent pas, donc c'est pour ça qu'il va falloir se former. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors là, il y a des termes de technique dans les termes que vous énumérez, et puis des termes de produits de marque. Ouais. Voilà, mais effectivement, oui, tout à fait. C'est très spécifique comme domaine. Qu'est-ce que vous auriez comme conclusion, vous, professeur Parenque, parce que vous êtes vraiment un universitaire, pour nos confrères non spécialistes, en leur disant pourquoi c'est intéressant de se former sur la chirurgie et la médecine esthétique ? Parce que nos confrères généralistes sont les plus à même d'orienter les patients, de les conseiller. Et du coup, plus vous êtes pointu sur un sujet, plus vous serez à même de les conseiller et éventuellement de contre-indiquer même certains gestes. Je pense que c'est le médecin généraliste, à condition qu'il ait du temps, encore une fois, qui sera le plus à même de connaître sa patiente à la base. Il la connaît depuis des années, ou il le connaît depuis des années, et il saura ce qui lui convient. Cette formation, moi, c'est un peu ce que je ressens, c'est un vrai plus dans la pratique, dans l'aide aux patientes. Ah oui, tout à fait. De la même manière qu'un médecin généraliste pourrait être très formé en cardiologie. Et pour moi, finalement, un très bon médecin généraliste, ça devient quasiment un interniste. La limite est très floue entre la médecine générale et la médecine interne. Alors, je vous ai parlé en introduction de formation. Nous avons abordé dans cette émission que les règles générales. Ce sera donc, pour en savoir plus sur toutes ces techniques non enseignées lors de nos études, que nous vous proposerons prochainement des modules courts de formation. Avec vous, professeur Parenque ? Avec grand plaisir, Jean-François. Eh bien, on aura donc le plaisir de vous retrouver. En attendant, portez-vous bien.